Merci beaucoup, merci de votre accueil, merci au TAP et à l'Université de Poitiers d'organiser cette table ronde au sein de ces rencontres Michel Foucault. Un remerciement particulier à Frédéric qui est là, qui nous a sollicité pour participer, organiser et participer à l'ensemble de ces rencontres et particulièrement sur cette table ronde intitulée Le Jardin des Déviances. Alors vous vous demandez sans doute à quelle sauce on va cultiver et décliner ces déviances, mais vous allez voir. Vous allez voir les pas de côté, comme dit Jocelyne, que nous allons faire avec Michel Foucault et surtout avec l'association que Jocelyne va vous présenter dans un instant. Alors, on est quatre là, ayant des choses à dire sur l'œuvre de Michel Foucault, sur l'ancrage local de Michel Foucault ou sur la façon dont Michel Foucault a décalé son regard sur l'actualité et sur les traits de société de son époque. Donc on est quatre, je vais vous le présenter tout de suite, nos invités, et puis on commencera ce débat, comme on vous l'a dit, pendant une petite heure, et après l'intérêt c'est évidemment de dialoguer avec vous sur l'inclusion peut-être de cette façon de parler de Michel Foucault au sein de ces rencontres Michel Foucault et les questions qui se posent. Pourquoi une association aussi locale qui s'intéresse à l'œuvre et à l'ancrage local de Michel Foucault? Jocelyne, tu es présidente de cette association dont je ne vais pas dire le titre, je vais te laisser le loisir de développer un peu. C'est la première question que je te poserai sur pourquoi créer une association de ce type à Poitiers et peut-être à Vendeuvre du Poitou au XXIe siècle. Donc Jocelyne Berge est présidente de l'association. Philippe Pinault est aussi membre de l'association et il a beaucoup de titres, mais je le laisserai présenter, dire pourquoi il s'intéresse et pourquoi il a rejoint cette association en son temps, dès le début de son activité. Alors Michel Massé, lui, n'est pas membre de l'association en tant que tel. Si, tu es membre. Mais il est professeur de droit, professeur émérite de droit à l'Université de Poitiers. Il nous dira à quel titre il s'est intéressé à l'activité de Michel Foucault et comment Michel Foucault a fait écho à sa propre activité professionnelle, mais aussi de militant en son temps. Alors pourquoi nous, en petite introduction, pourquoi s'intéresser à la pensée de Michel Foucault et au lien, à l'ancrage local? On emploiera beaucoup ce terme durant cette table ronde. Comment on fait le lien entre l'ancrage local de Michel Foucault et la pensée de Michel Foucault? Et on va en parler, on va décliner ces points-là durant cette table ronde. Peut-être pour 2-3 points essentiels. La première, c'est ce qui nous a intéressé, c'est la critique. Alors, je ne me suis pas présenté, moi, c'est Dominique Royoux. Je suis membre de l'association et je suis enseignant-chercheur en géographie à l'Université de Poitiers, mais Michel Foucault est un géographe qui s'ignore, donc vous verrez pourquoi je m'intéresse à cette question-là. Nous, ce qui nous intéresse et qui rend encore toujours actuelle, nous semble, la pensée de Michel Foucault aujourd'hui, c'est la critique de toutes les formes de pouvoir, les pouvoirs visibles ou implicites, et les formes de domination qui ne disent pas toujours leur nom, et donc qui nous invite à déconstruire toutes les normes de domination, à critiquer le jeu des institutions qui sont apparemment neutres ou indépendantes, et à l'intérieur de ça, l'analyse des relations entre les savoirs et les pouvoirs. Rendre visibles finalement les mécanismes de pouvoir répressif qui sont exercés de manière explicite ou dissimulée dans les prisons, à l'égard des migrants, à l'égard de la folie, de la maladie mentale, de la parité, des différences sexuelles, etc. Et cette critique des pouvoirs imposés à l'école et dans la psychiatrie aussi, nous pensons qu'elle est toujours actuelle et aujourd'hui elle pourrait peut-être se vivre dans la défense des droits des LGBTI+,
dans, je sais pas moi, le recyclage vert des entreprises pétrolières, dans la place des minorités autochtones ou dans la place des religions dans notre société. On pense que, ou peut-être sur le confinement aussi, sur les formes de confinement. Peut-être que Michel Foucault aurait eu beaucoup à dire, puisque c'est aussi une forme d'enfermement. Et c'est justement, après la critique des pouvoirs, les réflexions de Michel Foucault sur toutes les formes d'enfermement, sur l'univers carcéral, les prisons, l'hôpital, les usines, l'école, les casernes, mais pas seulement, sur ces formes d'enfermement déclinées à l'échelle de toutes les sociétés du monde. Et Michel Foucault a beaucoup bougé pour se rendre compte de lui-même et vérifier de lui-même ces déclinaisons des formes d'enfermement. Et finalement, ce qui nous a intéressé, c'est sa capacité à s'indigner, à dénoncer les dysfonctionnements sociaux et politiques, à les analyser en prenant du recul. Et ce qui, comme on le dira plus à tous, les uns les autres, ce qui nous a intéressé, c'est ce lien entre l'action et la réflexion, la pensée en acte, comme on le dit souvent. Nous, je donne un exemple, l'appui de Solidarność, l'appui à Solidarność de la part de Michel Foucault dans les débuts des années 80 en Pologne n'était pas seulement lié à cette forme de militance, c'était aussi l'occasion pour Michel Foucault de réfléchir sur la place d'un syndicat moderne ou la place que devaient avoir les syndicats, par exemple, à côté des citoyens. À côté de cette action, il y avait toujours une réflexion sur la raison et le pourquoi de cet engagement. Donc c'est un petit peu de tout cela que l'on va parler, et on va commencer tout de suite par donner la parole à Jocelyne pour te demander, alors on va se tutoyer, hein, on se connaît tous ici, donc on ne va pas faire comme à la télé ou à la radio, je vais employer le tu à la place du vous, si vous le permettez, et demander d'abord à Jocelyne, présidente de l'association que tu vas décliner, je vais te laisser dire pourquoi il y a cette déclinaison du titre de l'association. Pourquoi créer une association à Poitiers et à Vendeuvre du Poitou au début du XXIe siècle, en faisant référence à Michel Foucault? Eh bien, pourquoi ? Parce que nous avons fait à plusieurs un constat qui est que Michel Foucault est l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, voire le plus grand, disent certains, qu'il était internationalement connu et qu'il était, en revanche, à peu près méconnu sur son propre territoire. Alors le territoire, évidemment, Vendeuvre, parce que je rappelle que Michel Foucault donc, est né à Poitiers et qu'il est enterré à Vendeuvre, donc un raccourci, et que du coup, il était important, c'était juste au moment du 30e anniversaire de sa mort, d'œuvrer pour le faire connaître sur son territoire. Donc, nous avons créé l'association Le Jardin de Michel Foucault à Vendeuvre du Poitou, parce que l'idée a été d'investir le jardin de la maison de la mère de Michel Foucault, qui se trouve donc à Vendeuvre du Poitou, et maison où il est revenu très régulièrement tout au long de sa vie, par attachement à sa mère, à sa grand-mère, et pour y vivre une vie studieuse, puisque c'est là qu'il a terminé tous ses ouvrages. Et puis, donc, qui fait partie de cette association aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des habitants de Vendeuvre qui en font partie? Est-ce que ça a une certaine audience sur ce petit territoire? Il y a effectivement un certain nombre d'habitants de Vendeuvre maintenant, donc la commune est un peu élargie. Moi-même, évidemment, j'y habite. Il y a un certain nombre de personnes ici qui sont là, qui y habitent. Et puis, plus largement, donc, des habitants de Poitiers, et même d'ailleurs, qui nous soutiennent. Et disons que on souhaiterait évidemment que nous rejoignent encore d'autres personnes pour mener cette action, ce travail de passeur. Nous n'aimons pas trop le mot médiation. Ce travail de passeur, donc, pour faire connaître l'homme
et donc accéder à son œuvre, donc travaille en direction du public le plus large possible. Alors ça se traduit comment? Comment se déclinent les actions de l'association aujourd'hui? Alors l'action principale, c'est une exposition lors du dimanche des Journées du patrimoine dans le jardin. Nous avons une exposition multimédia composée de panneaux, de tableaux citations et de montages sonores, d'interviews de personnes devant d'œuvres et au-delà du territoire qui ont connu Michel Foucault ou qui ont été influencés dans leur parcours par Michel Foucault. À ce titre, nous avons interviewé Michel Massé, Philippe Pinault, Simone Brunet et Jérôme Lecardeur, enfin beaucoup de personnes, notamment aussi une personne qui était militante de la CFDT à Paris et qui a travaillé avec Foucault sur la création du syndicat Solidarność dont tu parlais, Dominique. Très bien. Et donc, Journée du patrimoine, une exposition. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui parsèment la vie de l'association? Alors, accompagnant l'exposition, il y a une causerie avec un intervenant différent tous les ans. Donc, il y a eu le neveu de Michel Foucault, son secrétaire au Collège de France, son compagnon Daniel Defer, Frédéric Gros. Frédéric Gros, philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Michel Foucault. Oui, et puis Pierrette Poncella est venue. Elle reviendra d'ailleurs à la médiathèque prochainement. Et au-delà de ça, notre exposition a commencé à voyager dans les médiathèques du territoire, donc à Vouillers, à Neuville-de-Poitou, et à l'Office du tourisme de Montcontour. Et maintenant, elle est installée à la médiathèque de Poitiers. Très bien, donc on vous invite, elle est installée à la médiathèque de Poitiers. Je crois que l'exposition va durer un petit peu longtemps, jusqu'à fin janvier, je crois. C'est ça, et puis autre évidemment, création emblématique, notre ouvrage, Michel Foucault, Côté Jardin, qui est un ouvrage grand public, hein, c'est bien notre vocation, qui a été établi à partir de toutes les productions dont je viens de parler, et notamment, il s'appuie beaucoup sur les montages sonores que nous avons faits, qui est un peu notre marque de fabrique. Et puis je crois qu'il sera en vente à la sortie de cette table ronde. Merci François d'avance de faire ce travail très utile. Merci, on va revenir sur peut-être relier maintenant que le cadre est posé, relier l'activité de l'association et de ce qui l'entoure au thème de la déviance ou du pas de côté. Tu nous diras comment tu comprends ce mot déviance. Michel, toi tu as été beaucoup marqué par le travail intellectuel, le travail militant, sous différentes formes de Michel Foucault. Qu'est-ce qui, plus particulièrement, t'a rapproché de ce philosophe que Poitevin, que tu as presque pu côtoyer? Non, je ne l'ai pas côtoyé à l'époque. Et je dois préciser que je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Foucault, ni même un très grand lecteur de l'œuvre de Foucault. Mais j'y ai été confronté assez vite comme enseignant, comme pédagogue, peut-être même plus encore, et comme militant. Alors, pédagogue, enseignant, j'avais dans mon bureau d'Institut de sciences criminelles une photo assez grande de Michel Foucault. Et je dois dire que les collègues français regardaient cette photo, ils ne savaient pas qui c'était, mais que pratiquement chaque fois que je recevais des collègues étrangers, eux, spontanément, en entrant, identifiaient Michel Foucault. Et alors, pourquoi tu as sa photo? Je dis, parce qu'il est enterré à 35 km d'ici. Quoi, c'est vrai? C'est pas possible. Il a vécu ici. Et donc,
on allait au cimetière à Vendeuvre avec beaucoup d'émotion, parce que la plupart de ses collègues étaient, eux, des grands connaisseurs et étaient très touchés de se retrouver sur la tombe. Et puis je les emmenais aussi rue Arthur Rank, et là il y avait le gag, c'est-à-dire qu'on avait écrit sur la maison, à la fois ici est né Michel Foucault, et en dessous, protection judiciaire de la jeunesse et service pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors cette photo, elle a été faite des dizaines de fois, c'était presque un gag de considérer que les services de la pénitentiaire s'étaient installés là où il était né. Alors explique-nous un petit peu plus pourquoi ce gag était cocasse. Ben parce que dans l'œuvre de Foucault, il y a bien sûr surveiller et punir. Et puis ces services, c'était surveiller au lieu de punir, peut-être pour la PJJ, et pour le SPIP, c'était surveiller encore après avoir puni ou surveiller pour punir, oui. Enfin, et ça les amusait vraiment beaucoup, quoi. Dans ma pratique pédagogique, j'ai fait lire à des générations d'étudiants, je ne sais pas combien, le texte que Michel Foucault a mis au début de Surveiller et punir. Avant même l'introduction, on lit un texte qui décrit le supplice de Damien en place de grève. Damien avait osé lever la main sur le roi. Il avait évidemment été condamné à être tué, mais à être tué, c'était à l'époque écartelé, enfin, c'était toutes sortes de supplices. C'était en 1757. Et puis ensuite, j'ai montré aux étudiants, à des générations d'étudiants encore, le film « Moi, Pierre Rivière », ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Alors, c'est plus le régicide, c'est maintenant de l'ordre du parricide. Un film de René Alliot, mais un film qui avait été fait à partir d'un livre de Michel Foucault au cours d'un séminaire. Il avait découvert les carnets de Pierre Rivière et il avait beaucoup travaillé là-dessus. Et on sait qu'il a beaucoup participé aussi au tournage du film. Il était sur le film. Donc le livre, c'était en 1973 et le film du même nom, c'était en 1976. Ça a été tourné en Normandie. Je dis deux mots comme militant. Oui, si tu veux maintenant. On reprendra cette question-là parce que c'est une autre casquette. Mais oui, je change de casquette. Alors, années 70-75, surveiller et punir, c'est 1975. Et dans ces années 70, tous ceux qui militaient autour du thème de la prison en particulier, ou d'autres déviances, rencontraient inévitablement Michel Foucault. On a créé à Poitiers, avec quelques amis qui sont là, d'ailleurs, ou quelques-uns sont là, on a créé un mouvement qui s'appelait Le Cri. Et le cri, ça vient tout simplement du verbe crier, crier la parole. Alors on disait des exclus, parce que dans les déviances, il y a des déviances plus ou moins tolérées, et puis il y a des déviances qui provoquent l'exclusion réciproque. D'ailleurs, le déviant s'exclut en même temps que la société l'exclut, et ça devient quelque chose d'assez infernal. Et quand ce mouvement a été créé, on avait en tête le GIP, Groupement d'information prison, créé à Paris par Michel Foucault et quelques autres intellectuels à une époque où il y avait beaucoup de mutineries dans les prisons. Et l'idée, c'était véritablement de porter la parole, d'être la parole, et dans toute la mesure du possible, de donner directement la parole. Et c'est comme ça qu'on avait à l'époque sympathisé avec un certain nombre d'anciens prisonniers auxquels on donnait directement la parole. C'était ça
la pratique. Alors de ce mouvement, il reste aujourd'hui en face de la prison de la Pierre-Levée, une maison qui a servi à l'accueil des familles qui venaient au parloir, et il reste une émission radio sur laquelle les familles appellent en direct, mais parlent à leurs détenus qui, eux, ne répondent pas. Hein, c'est pas, Et cette émission radio s'appelle Tri Fréquence Pierre-Levée. Merci beaucoup de ce témoignage. On réévoquera des traces encore toujours vivantes de cette activité de Michel Foucault qui a généré d'autres activités toujours à l'œuvre aujourd'hui. Philippe, philosophe, sociologue, que certains connaissent aussi pour d'autres activités associatives, notamment liées à l'activité dans les prisons. Peut-être tu en diras un mot. Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé pour rejoindre cette association ou pour t'intéresser à l'œuvre de Michel Foucault, et comment tu interprètes avec ta propre vision ce fameux jardin des défiances que l'on doit à Frédéric? Bonjour. D'abord, dire que j'ai assisté à une conférence de Michel Foucault en 1969. Parfois, je me demande si c'était en 69 ou 70. Je suis plus très sûr. C'était la conférence intitulée « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Alors, c'était une conférence qui a été donnée à l'Amphi Descartes, pas très loin d'ici, à l'Hôtel Fumé. Ça s'appelait l'Hôtel Fumé à l'époque. Ça s'appelle toujours l'Hôtel Fumé, mais je crois aussi maintenant que l'université s'appelle, en cet espace-là, Michel Foucault. C'est la bibliothèque. C'est simplement la bibliothèque. La bibliothèque de la faculté Sciences Humaines et Arts. D'accord. Bon. Voilà. C'est-à-dire que je suis souvent habitué à dévier, donc on est au cœur du sujet. Deux mots, c'était quand même assez impressionnant. Michel Foucault lisait son texte, comme vous le savez, il lisait son texte. Et l'amphithéâtre était absolument plein. Et il souriait beaucoup, de temps en temps il riait. Il se caressait beaucoup le crâne, qui était un crâne rasé. Hein. Il n'était pas, à l'époque, il n'était pas chauve. Ouais, je connais. Bon. Donc, c'est un premier souvenir personnel qui m'avait beaucoup impressionné. J'étais étudiant en philosophie à l'époque. Et ensuite, j'ai lu l'œuvre de Michel Foucault. J'ai envie de dire pratiquement entièrement, y compris des textes un petit peu à la marge, comme celui... alors, Michel Massé a parlé du texte de Pierre Rivière, mais Michel Foucault aussi avait trouvé une archive concernant une personne qui a changé de sexe, Herculine Barbin. Donc, on est en train de monter la pièce actuellement, je crois que c'est à Paris. Et donc, d'ailleurs, en 1984, j'avais fait une note de lecture dans un journal new-yorkais qui correspondait au bulletin de l'association ASPAC, qui est une association inter-comité d'entreprise à l'époque. Bon, donc j'ai lu l'œuvre de Michel Foucault. Elle me passionnait, de même que d'autres œuvres me passionnent. Par exemple, celle de Emmanuel Lévinas. Et un jour, donc, il y a quelques années, j'ouvre la presse quotidienne régionale. C'est toujours important de lire la presse quotidienne régionale parce qu'on y apprend des choses. Et j'y apprends concernant les journées européennes du patrimoine qu'il y a donc un jardin qui va être ouvert à Vendeuvre du Poitou et qui était donc le jardin où se trouvait la maison de Michel Foucault. Je l'ignorais complètement. Donc je me suis déplacé et j'y rencontrais des personnes formidables que j'avais connues jadis, et puis donc nous avons renoué. Alors on est au cœur aussi de Foucault, puisqu'on est forcément dans la pratique de la discontinuité. Voilà. Alors j'ai adhéré immédiatement, et du coup l'association m'a donné quelques responsabilités.
Alors en termes de... ce mot-clé de déviance est au cœur de notre table ronde, donc on va le décliner à l'envi. Qu'est-ce que toi qui connais très très bien l'œuvre de Michel Foucault, qu'est-ce qui te fait assimiler à ce terme de déviance dans son œuvre, mais aussi dans les traces qu'il peut laisser aujourd'hui? Alors, peut-être dire que j'ai aussi lu le livre en son temps de Jean Baudrillard qui s'appelait « Oublier Foucault ». Alors, ça a permis de garder un peu de distance et peut-être mieux percevoir ce que peut être la déviance, tant il est vrai que moi je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire le jardin des déviances? Même si je voyais à peu près ce que voulait dire le jardin, et à peu près la déviance. Mais de la déviance, on sort du jardin, tout en entrant dans le jardin, c'était quelque chose d'un petit peu complexe. Alors, pour rendre, on va dire, les choses un peu plus simples, je me suis plongé évidemment dans quelques textes qui sont importants. Et notamment, il existe un beau texte de Michel Foucault dans un livre intitulé « Hommage à Jean Hippolyte », qui était un de ses maîtres en quelque sorte, et pour qui il emploie le mot « dette » dans l'ordre du discours lors de sa leçon inaugurale le 2 décembre 1970 au Collège de France. Il a une dette envers Jean Hippolyte. C'est même lui, finalement, sous les initiales de MF, qui présente l'ensemble de l'ouvrage. Et il écrit un texte magnifique qui s'appelle « Nietzsche, la généalogie, l'histoire ». Et Foucault cite Nietzsche. Il cite Nietzsche qui s'intéresse au bas-fond. Et dans le livre Michel Foucault, Côté Jardin, il y a un petit texte très très important de Michel Foucault, qui est extrait en fait d'une radioscopie de Jacques Chancel, et qui repense cette notion des bas-fonds. Alors, la dette envers Jean Hippolyte, elle est forte, mais la dette envers Nietzsche, je crois qu'elle est aussi très, très, très nette, si on peut dire. Alors, Michel Foucault, il dit que Nietzsche fouille les bas-fonds. Et il reprend une expression de Nietzsche qui disait « fouillant les bas-fonds, etc., etc. » Et les bas-fonds, ce sont les bas-fonds de l'histoire. Et Nietzsche dit, pour faire la généalogie des valeurs, de la morale, de l'ascétisme et de la connaissance. Et fouiller les bas-fonds, pour Michel Foucault, qui prolonge la réflexion, c'est leur laisser le temps de remonter du labyrinthe où nulle vérité ne les a jamais tenus sous sa garde. C'est quelque chose qui m'a semblé très très important et comme une entrée peut-être dans la déviance, tant il est vrai ensuite que l'œuvre de Michel Foucault, c'est une manière d'aller en quelque sorte vers les gens donc, qui sont enfermés, encellulés, les fous, les gueux, les pauvres, les assujettis à la loi, les réprimés sexuellement, etc. Donc en fait, des personnes humaines, mais qui d'une certaine manière sont pas toujours visibles et qui vont être extraits à travers les différents livres de Michel Foucault pour ensuite être étudiés et certainement valoriser leur empreinte humaine. Les bas-fonds d'aujourd'hui, ça serait quoi pour toi, Philippe? Les bas-fonds, peut-être les gens qui sont dans le doute par rapport aux institutions, qui sont dans un questionnement sans réponse, mais c'est toujours bien de continuer à questionner, et peut-être des gens qui s'essaient à habiter une subjectivité forte sans pour autant nier la subjectivité des autres. Les gilets jaunes? Non. D'abord, j'aime pas trop le jaune parce que c'est la couleur de la mort d'une certaine manière.
Mais je pense que peut-être chez les Gilets jaunes, il y a surtout de la colère. Et je ne suis pas très sûr que la colère soit une preuve de grande sagesse. Alors la sagesse, c'est quelque chose de très important, y compris chez Michel Foucault. Il faut garder toujours la capacité à raisonner, à essayer de œuvrer dans le sens de la critique. Alors c'est vrai, ce que tu dis, Dominique, c'est un point qui me semble très important. C'est-à-dire que Michel Foucault aurait pu se mettre, du point de vue du philosophe, dans la trace des gens qui ont critiqué la métaphysique, l'existentialisme, éventuellement la phénoménologie. Donc il a réglé son compte d'une certaine manière assez rapidement au marxisme. Jamais oublié quand même que Karl Marx avait été un docteur en philosophie et c'était un redoutable philosophe, et notamment quand il était jeune. Mais bon, Foucault s'est intéressé à la réflexion par rapport à autre chose. Mais il reste philosophe, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la vérité, au dire vrai. Il s'intéresse finalement d'une certaine manière aussi à l'être, et puis à la présence au monde, et comment cette présence est organisée par rapport aux institutions, comment elle rend invisible finalement les gens. Donc, de ce point de vue-là, Michel Foucault peut être considéré dans un espace de déviance, une perspective de déviance, mais pas forcément. Ça peut être aussi, il peut être considéré comme un philosophe classique d'une certaine manière. Merci. On va laisser Jocelyne boire tranquillement son verre et te préparer à la réponse des questions que je voulais te poser. Dans ce livre, merci Philippe de rendre toujours vivante cette pensée de Michel Foucault. Dans cet ouvrage dont tu as parlé, Jocelyne, Michel Foucault, Côté Jardin, à la fois on fait référence à ces bas-côtés ou à ces bas-fonds qu'évoque Philippe. Tu nous diras peut-être toi ta lecture un peu de ce que tu mets sous ce terme-là, et peut-être en tirant le fil jusqu'à la déviance, mais surtout parle-nous un peu de la façon dont dans cette exposition, dans cet ouvrage, dans les activités de l'association, on parle de Michel Foucault à Vendeuvre. Il a rencontré des gens à son époque, des commerçants, des personnes qui vivaient à Vendeuvre du Poitou ou au-delà. Comment en parlait-il de cet homme-là ? Alors effectivement, dans l'ouvrage et dans l'exposition, on retrouve donc plusieurs sortes de témoignages. Il y a ceux qui l'ont physiquement rencontré donc à Vendeuvre, puisqu'il y venait très régulièrement, comme je l'ai dit, donc les commerçants du village qui donc disent des choses très simples là-dessus, à savoir qu'il était simple, discret, et donc on pouvait facilement parler avec lui, même si effectivement il restait plutôt dans la maison. Et puis après, nous avons les témoignages de 2 personnes qui ont travaillé avec lui. Donc, comme je l'ai dit, une militante CFDT qui a fait partie des groupes de travail pour aider le syndicat Solidarité. Et puis, nous avons interviewé également quelqu'un qui n'est pas du territoire, mais qui nous paraissait incontournable, c'est Hélène Cixous, qui est donc, comme vous le savez, une auteure, qui travaille avec Ariane Mnouchkine pour ses pièces de théâtre, et qui a fait venir Michel Foucault à Vincennes pour mettre en place l'université expérimentale de Vincennes, et qui a été un des premiers membres du GIP. Et donc qui a pu nous parler de cette proximité avec Foucault, donc du travail, je dirais, militant avec Foucault.
Et tu parlais tout à l'heure de la pensée en acte, et moi j'ai été frappée par ce qu'elle a dit, à savoir, donc on a milité, on a monté des actions, donné la parole, pour donner la parole aux prisonniers, etc. Et puis au moment où le GIP allait s'arrêter pour passer le relais au comité d'action des prisonniers, eh bien on s'est réunis, et puis Foucault nous a dit, eh bien maintenant, on va réfléchir à ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Et là, Hélène Cixous, donc un peu stupéfaite, en me disant, ben moi je pensais quand même qu'on savait pourquoi on le faisait. Et il a dit, ben non, mais maintenant justement, on a travaillé et on va réfléchir à tout ça. Et donc c'est bien la pensée en acte. On agit, on réfléchit et on théorise tout ça. Et donc après, les autres témoignages donc, sont les témoignages que nous avons recueillis sur le territoire de personnes donc, qui ont été marquées par Michel Foucault. Donc Michel vient d'expliquer, Philippe aussi, et puis donc les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Au total, une vingtaine d'interviews que vous pouvez retrouver donc en montage donc à la médiathèque actuellement. Et est-ce que ce thème qu'on a commencé à aborder, des bas-côtés, des pas-de-côté, des bas-fonds, de la déviance, est-ce que ça constitue un fil directeur ou comment c'est évoqué dans ces différents témoignages, quelle charge et quelle force il donne à ce terme-là? Alors, moi, je ne dirais pas que c'est ce qui ressort des témoignages qu'on a recueillis. Ce qui ressort surtout, c'est cette capacité d'écoute, une grande capacité d'écoute et une volonté de documenter toujours au maximum les sujets abordés pour constituer donc un savoir qui permettra d'aller plus loin. Je crois que c'est ça, moi, qui m'a le plus frappé dans tous ces témoignages. Et nous, je pense, l'association, on s'est inspiré de cela pour justement constituer ce savoir qui est particulier, un savoir sur Michel Foucault, donc dans son ancrage territorial, qui s'ajoute à évidemment les travaux beaucoup plus experts qui sont menés, qui continuent d'être menés, puisqu'il y a une actualité de Foucault qui ne cesse de se développer. Il sort des ouvrages constamment sur Foucault, et Foucault est cité, on le sait, hein, la personne la plus citée au monde actuellement. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'a frappée. Et ça continue effectivement, comme tu le disais, je crois que le neveu de Michel Foucault sort prochainement encore d'autres inédits qu'il a dénichés dans sa vaste bibliothèque, ou qu'il a déniché ailleurs d'ailleurs. Je crois à la BNF. À la BNF notamment, des inédits encore. Il existe encore des inédits de Foucault qui vont être édités pour prochainement. Merci Jocelyne. Michel, qu'est-ce qui, toi, en tant que... Tu as dit que tu avais côtoyé l'œuvre de Michel Foucault, ou la pensée de Michel Foucault, ou le souvenir de Michel Foucault, ou en quoi Michel Foucault interpellait tes visiteurs à l'université de Poitiers. Mais aussi, tu as été inspiré dans ta fonction militante que tu assumes par l'activité de Michel Foucault. Qu'est-ce que pour toi il en reste aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours vivante, et comment elle est toujours vivante, cette pensée de Michel Foucault, et est-ce que cette attention au bas-côté, au bas-fond, et à cette pensée en acte constitue pour toi un trésor de ressourcement? Je crois que c'est un des auteurs qui nous aide à développer une pensée, et une pensée critique sur des choses qui, avant lui, peut-être nous apparaissaient comme naturelles, inévitables. Et il fournit les outils pour arriver à comprendre
à mettre des stratégies. Par exemple, cette intuition qui le fait aller de la prison à l'hôpital psychiatrique et encore à d'autres. Mais le lien entre les deux n'était pas si évident que ça. Il y a une amie du CRI qui est là d'ailleurs et qui disait à l'époque si une nuit, l'air de rien, on prenait les habitants de la prison pour les emmener à l'hôpital psychiatrique. Et ceux de l'hôpital psychiatrique dans la prison, le lendemain matin au réveil, les médecins et les gardiens, il leur faudrait un temps pour s'apercevoir que ce n'est pas les mêmes. Donc, et lui, il nous montre que sur des terrains aussi différents que ça, il y a des similitudes. Oui, pas seulement des similitudes, des parentés, oui. Et toujours derrière, quel pouvoir ça illustre. Et alors ça, sur l'activité militante, est-ce que ça imprègne aujourd'hui des formes d'engagement individuel ou collectif particuliers? Eh bien, ce qu'il a fait avec le GIP, parce qu'on venait de chercher, les auteurs expliquent, enfin ses proches expliquent, on venait de chercher, il répondait en général oui, mais après, tout de suite, il imposait la façon de procéder. Non, on ne va pas faire exactement ça, on ne va pas faire exactement ce que vous voulez faire là, on va faire autre chose. Et la démarche du GIP, c'était, on fait des enquêtes et on publie les enquêtes. Et on donne directement la parole à ceux qui... Alors, il s'est frotté un peu parce que parmi les intellectuels qu'il y avait autour de lui, il y avait en particulier les gens de Esprit. Mais les gens de Esprit étaient plutôt des réformistes. Ce qui les intéressait, c'était le combat pour que la loi change, pour qu'on améliore les situations. Et lui, il disait, mais c'est pas notre job. Notre job, il est plutôt dans la dénonciation ou d'autres sentiments de cet ordre-là. Alors comment on articule la raison dont parlait Philippe et puis cette activité de dénonciation permanente, cette critique permanente des pouvoirs? Comment on fait le lien entre les deux? D'ailleurs, je pense qu'en l'occurrence, ce n'est pas dénonciation, c'est énonciation. C'est plutôt... qui conduit à une dénonciation. Oui, qui après conduit, mais d'autres. D'autres qui prendront le relais. Comme quand le GIP a eu travaillé 3 ou 4 ans, il a dit, allez, maintenant on arrête. Il y a des types qui sont capables de prendre le relais. Ça s'est appelé le CAP, Comité d'action des prisonniers. D'ailleurs, à Poitiers, on a connu un des membres du CAP qui avait rencontré Foucault à quelques occasions. Donc, on arrête et on laisse le chemin suivre. Sur le même modèle que le GIP, il y a eu le GISTI, qui existe encore et qui est aujourd'hui encore très important. Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. C'est exactement le même modèle. Et Foucault a fréquenté et a accompagné le GISTI. Oui, au départ, oui, c'était vraiment sa méthode, sa lancée. Maintenant, dans le domaine des prisons, il y a l'Observatoire international des prisons qui travaille un petit peu sur la même méthode, c'est-à-dire établir des faits, recueillir des témoignages, vérifier et ensuite rendre public. Mais l'Observatoire international des prisons s'est fondé sur le modèle d'Amnesty International. Et Amnesty International, c'était anglo-saxon, on ne peut pas non plus attribuer ça à Foucault, mais parce que ça venait d'horizons différents. Ok. Philippe, sur cet aspect-là, et toi qui as été à l'origine de la création d'autres associations, l'un livre l'autre, pour ne pas la citer par exemple, est-ce que tu t'inscris dans ce commentaire? Alors, l'association d'un livre l'autre, c'est une association poitevine, mais qui a une certaine audience nationale, voire internationale, puisque elle a été créée en 1983, elle a pas mal publié, participé à des colloques, et souvent, un certain nombre des idées ou des constats ont été repris dans d'autres colloques, etc. Alors, il faut que tu précises ce qu'elle fait, cette association, parce que ça a un lien avec notre affaire. L'association d'un livre l'autre a pour vocation, en fait, de soutenir les bibliothèques publiques
et de développer le goût de la lecture parmi les populations défavorisées. Et de fait, si effectivement, tout à fait au début, l'idée c'était de faire en sorte qu'il puisse y avoir une véritable médiathèque de lecture publique à Poitiers, c'était en 1983, donc le travail a été fait, puisque maintenant, vous connaissez la médiathèque François Mitterrand, qui est une belle médiathèque, et c'est en quelque sorte d'ailleurs un des effets du travail de l'association. Et puis ensuite, concernant les populations défavorisées, eh bien, assez rapidement, parce qu'au sein de notre association, certaines personnes, et je vais en nommer une qui est extrêmement discrète, mais qui a été la cheville ouvrière, si on peut dire, du processus. Elle s'appelle Monique Sergent, elle est toujours trésorière de notre association. Et finalement, assez rapidement, c'est la population de la prison de la maison d'arrêt de la Pierre-Levée à l'époque et maintenant du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne qui fréquente la médiathèque qui a été l'objet de tous nos soucis, si on peut reprendre un terme foucaldien. Et médiathèque, par parenthèse, qui possède un nom important, qui s'appelle médiathèque Naguib Mahfouz, c'est-à-dire qu'à un moment donné où notre, et ça c'est un élément de combat, notre travail risquait d'être remis en cause par l'administration pénitentiaire en 1989. Eh bien, on avait demandé au prix Nobel de littérature s'il voulait bien accepter qu'on donne le nom d'une bibliothèque de prison, son nom à une bibliothèque de prison. Tout simplement aussi parce qu'en même temps, on était en train de construire la médiathèque d'Alexandrie, la nouvelle médiathèque dite internationale, pas universelle, mais internationale, et que finalement, on essayait de créer un lien entre une bibliothèque en prison et une bibliothèque ouverte sur le monde. Et le Naguib Mahfouz, donc prix Nobel de littérature 1988, avait accepté et il se réjouissait effectivement, on nous l'a dit, des écrivains arabes qui l'avaient rencontré au Caire, parce qu'il ne bougeait pas du Caire. Et il dit, je suis très content, il y a une bibliothèque de prison qui porte mon nom, et c'est à Poitiers, là où les Arabes ont été arrêtés. Bon, c'est anecdotique, mais en même temps, ça peut être aussi symbolique, hein, tout ça. Et donc, on continue cette action depuis 38 ans, donc d'un livre à l'autre, avec une modification du nom en 1985, c'est-à-dire qu'auparavant l'association s'appelait l'Association des Amis de la Bibliothèque de Poitiers, et on a voulu au moins élargir au département, et donc on avait changé de nom, il y a eu plusieurs noms qui étaient sur la table, et d'un livre l'autre, des livres l'autre, donc avec cet aspect de polysémique, avait été retenu. Mais tout à l'heure, je citerai peut-être d'ailleurs Michel Foucault parlant de Céline, donc il peut y avoir un lien. Cela dit, et très rapidement pour ne pas trop occuper le micro et votre attention, mais sur cette question du passage de la réflexion, de la pensée au travail militant, il y a un beau texte dans le Michel Foucault côté jardin, où Michel Foucault met un petit peu les choses au clair. Alors, il l'a déjà dit plusieurs fois, et donc là, j'avais noté, entre guillemets, une phrase. Donc, Michel Foucault s'était fixé une règle. Ne pas utiliser, citation, la pensée pour donner à une pratique politique une valeur de vérité. Donc, je ferme les guillemets. Et dans le livre Michel Foucault, côté jardin, il reprend cet état d'esprit, si on peut dire, et cette stratégie, d'une certaine manière aussi, par rapport au groupe d'information sur les prisons. C'est-à-dire qu'il y a une pratique qui est réalisée sur le terrain, non pas de porte-parole des prisonniers, mais de faire en sorte qu'il puisse y avoir la possibilité pour ces prisonniers d'être entendus à l'extérieur. Et je ne voudrais pas, je crois qu'il s'exprime à peu près comme ça dans le livre, hein, je ne voudrais pas qu'on fasse le lien entre mon travail de réflexion sur les prisonniers et puis ma pratique ensuite militante concernant ces prisonniers. Mais il ajoute,
mais il y a probablement un rapport. Donc il y a forcément un rapport, mais je crois qu'il met le doigt sur quelque chose qui est très très important, c'est-à dire que pour avoir de bonnes pratiques, pour être vraiment en acte, parfois il faut effectivement dévier un peu de la réflexion. C'est pas tout à fait la même chose. Et à ton avis, est-ce qu'il y aura des thèmes aujourd'hui qui seraient particulièrement propices à cette finalement méthode de la pensée en acte? On a parlé peut-être que 732 d'ailleurs serait remis en cause, ou le paradoxe de 732 serait remis en cause par Michel Foucault s'il était aujourd'hui parmi nous. Mais c'est une question que je pose aussi à vous trois, hein, sur voilà, le but de l'association, c'est aussi de faire vivre et de montrer l'héritage, pas seulement intellectuel, mais aussi de cette méthode et cet éveil finalement au monde permanent qu'il avait de critiquer au bon sens du terme pour être vraiment lucide sur les formes de pouvoir explicites ou implicites qui parcouraient tous les thèmes de société. Est-ce qu'il y a pour vous aujourd'hui des scènes qui ouvrent vraisemblablement Michel Foucault? On en a cité tout à l'heure, j'en ai cité aussi peut-être en introduction, mais est-ce que pour vous il y en a d'autres qui seraient aujourd'hui propices à une activité double finalement de Michel Foucault tel que tu l'as décrit, Philippe? Est-ce que quelqu'un veut préciser, veut s'exprimer sur ces thèmes-là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit tout de suite là? Oui, je ne sais plus les thèmes que tu as évoqués tout à l'heure, mais il me vient, moi, la société de surveillance, ô combien, la réglementation du vivant, ô combien, biopouvoir. Pour moi, la prison, qui était un mystère pour lui, qui reste un mystère pour moi, parce que l'efficacité de la prison, elle est nulle. On n'a pas moyen de... Et pourtant, elle est encore là. Il a expliqué pourquoi elle était encore là. Il a expliqué comment, 1 ou 2 siècles, à fabriquer des disciplines sur les corps et sur les âmes à la fois, avait conduit que lorsqu'on se passait de la peine de mort, finalement, on avait récupéré la prison. Alors que, depuis les Lumières, on sait que le crime, c'est plus une atteinte à la souveraineté, à Dieu ou au roi, que la criminalité, le crime, c'est le non-respect du contrat social, carrément. Et donc, il faut réparer ça par des mesures utilement sociales. Ça, Foucault l'a bien expliqué. Et que du point de vue de l'utilité sociale de la prison, c'est 0. Et pourtant, elle est là. Et elle est là encore. Et on en construit une nouvelle. Et on en construit une nouvelle. Et on ne trouve rien d'autre. C'est ça qui est très inquiétant. Il y a eu des réformes importantes, des tentatives de réformes importantes avec Mme Taubira il n'y a pas longtemps. Là, ça ne débouche pas. Les prisons sont là et toujours de plus en plus pleines. Tu as visité Vivonne? Oui, je connais Vivonne. Oui, ouais. Moi, j'étais impressionné quand j'ai visité Vivonne. J'ai fait une conférence à Vivonne l'année dernière. On le disait quand on s'est vu la semaine dernière, Michel, il y a 7 contrôles à Vivonne. Hein. Il y a 7 passages. Voilà, on est fouillé presque 7 fois et contrôlé presque 7 fois. C'est assez impressionnant. Sur cet aspect-là, Philippe, pour continuer, et Jocelyne, sur cette pensée en acte qui serait encore vivante aujourd'hui, sur des thèmes particuliers qui doivent être interrogés, critiqués, remis en question. Alors moi je dirais, je ferai référence à une petite expérience qui est que lors de nos journées du patrimoine, nous faisons appel à des étudiants qui sont en BTS tourisme. Et ces étudiants sont évidemment le plus souvent très éloignés de Michel Foucault. Et lorsque nous leur faisons faire évidemment le tour de l'exposition avant qu'ils aillent accueillir les visiteurs, ils sont toujours très frappés par les différents engagements de Foucault en disant mais c'est comme si c'était aujourd'hui. Alors par exemple les boat people qui fuyaient le Vietnam, eh bien ce sont les migrants d'aujourd'hui en Méditerranée.
La question des prisons dont vient parler Michel, elle est d'une actualité confondante. Le non-respect des droits des immigrés, on est exactement dedans. Les violences policières, hein, l'affaire Jaubert qui avait motivé une action assez forte de Michel Foucault et d'autres, eh bien, on est aussi là-dedans. Donc, la violence envers les femmes. La violence envers les femmes, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit comme étant des sujets qui sont d'une actualité brûlante, ce qui évidemment amène à penser que depuis les années 70-80, on n'a pas beaucoup avancé. Merci. Philippe, sur ces questions-là. Pour être dans le prolongement de ce que vient de dire Jocelyne et Michel, concernant les sujets finalement dont ils s'empareraient certainement du point de vue de la pensée, de la réflexion, mais aussi de la pratique militante, je pense qu'aussi il aurait certainement une réflexion sur le droit. Et il l'a eu déjà, et notamment comment... sur des ruptures de champs de pensée, sur des épistémés par exemple, comment on est passé de la loi à la norme, pour revenir parfois, il y a un phénomène comme ça en ellipse, de la norme à la loi, et c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Mais nous avons un droit, par exemple, qui est important et qui, quand même, ne correspond pas vraiment aux droits naturels dont les personnes devraient pouvoir bénéficier. D'ailleurs, tu parlais des gilets jaunes, il y a maintenant une expression un peu étrange, c'est nos droits, il y a un phénomène de possession, les gens se sentent tellement dépossédés que maintenant ils mettent le possessif. Moi, ça me gêne beaucoup parce que quand même, le droit, c'est quelque chose qui dépasse chacun de nous et qui pourrait être quand même intéressant à travailler. Alors, pour donner un exemple, le droit européen fait beaucoup de choses, mais aussi en ce qui concerne les migrants, réfugiés ou non réfugiés, parce que parfois on a mis migrants et réfugiés dans le même sac. Mais vous voyez ma pensée, un sac qui peut être éventuellement balancé à la mer. Bon. Et ça, c'est Frontex, par exemple, c'est quelque chose qui est épouvantable du point de vue... Mais c'est aussi du droit. Et il y a des faux scandales par rapport à ce qui se passe aux frontières de l'Europe de l'Est qui, à mon sens, pourraient être facilement pris en main, en charge par Michel Foucault pour dire tout ce qu'il pense effectivement de ce qui est en train de se passer. Je me souviens avoir lu, je crois que c'était dans un petit volume qui s'appelait « La gouvernementalité », où il dit ça, c'est une sorte de cri, justement. Il dit à Genève, ceci, il n'est pas vrai que les gouvernements ne sont pas responsables du malheur des hommes. Quasiment une citation, je m'en souviens très très bien. Et ça, c'est important. Hein. Et je crois que sur ce terrain-là, il serait extrêmement dynamique. Merci, merci à vous trois pour ce premier temps, pour expliciter à la fois la pensée de Michel Foucault, montrer en quoi, effectivement, elle est toujours vivante et montrer que, finalement, Vendeuvre du Poitou et Poitiers un petit peu, il a été présent d'une certaine manière à l'Université de Poitiers, fait vivre toujours cette pensée en acte. Peut-être on peut passer maintenant au dialogue avec vous, chers présents dans cette salle, chers présentes et chers présents, chers publics. Voilà, pour poser des questions. Je crois qu'il y a des micros qui sont présents des deux côtés, qui sont disponibles des deux côtés pour dialoguer tout simplement. Hein, soyons directs et simples. Voilà, je pense que j'espère que ça a éveillé chez vous une stimulation et intellectuelle et pratique, et faire le lien aussi dans la continuité de ce qu'on vient de dire
sur des thèmes de société qui seraient finalement, par cette méthode de montrer les injustices ou les dysfonctionnements, de les montrer c'est finalement un acte militant un peu particulier. C'était pas une militance au sens où Michel Foucault allait forcément coller des affiches lui-même et taguer des affiches, mais par le montrer voir, par cette activité intellectuelle militante de donner à voir avec le plus de précision possible et d'objectivité possible les faits, d'attendre des réactions d'un cercle plus large finalement que le cercle initial qui ont initié ces démarches. Donc comment ça résonne chez vous? Est-ce que au-delà de 732, qu'est-ce qui ici ou plus largement vous semble tout à fait intégrable dans cette table ronde et dans ce jardin des déviances? On a quand même beaucoup parlé des déviances, finalement. Tu avais raison, Frédéric, de garder ce titre, puisque c'est un déviant raisonnable, finalement, où on tentait de raisonnabilité la déviance, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, mais en tout cas, c'est le débat entre ces deux mots qui est intéressant aussi dans la pensée de Michel Foucault. Allez, vous y allez, vous vous lancez, vous osez évoquer un thème ou un autre si vous le souhaitez. Sinon, c'est Frédéric qui va lancer la première question. Il y en a forcément une. Un concepteur de manifestation comme ça ne peut pas avoir de questions rentrées ou ouvertes. Bien, peut-être juste pour parler, tu peux peut-être baisser ton micro, ton masque. Donc, merci pour cette table ronde et cette interpellation, Dominique. Normalement, peut-être tout de suite deux remarques. La première, c'est quand même sur la réception de Michel Foucault donc, à Poitiers, puisque je me souviens quand j'ai été élu professeur à l'université, bon, évidemment, j'ai interrogé l'ensemble de mes collègues sur la place qui était dévolue à Michel Foucault. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une censure, c'était une ignorance. Et puis, certains collègues étaient même plutôt hostiles à Michel Foucault. Alors, c'était le journal L'Express qui avait publié donc un supplément régional. J'avais été interviewé et j'avais dit que, tout benoîtement à ce moment-là, que Michel Foucault, il y avait même dans l'enseignement à l'époque, mais maintenant ça a changé bien sûr, de la faculté de philosophie, une sorte d'interdit de lecture des œuvres de Michel Foucault. Alors après, évidemment, moi j'avais le retour du bâton, on m'avait dit que ça ne se faisait pas dire des choses pareilles. Bon voilà, mais j'avais constaté quand même cet aspect-là. Et puis quand j'ai été élu doyen, se posait toujours quand même la question de l'inauguration de la bibliothèque. Et à ce moment-là, c'était un combat qui n'était pas forcément gagné d'avance, parce qu'il y avait deux candidats ou deux candidates, si je peux dire. C'était soit on l'appelait Aliénor d'Aquitaine, soit on l'appelait Michel Foucault. Voilà. Et donc, dans une ville qui est portée quand même par les études médiévales, imposer, si je peux dire, donc jusqu'au bout Michel Foucault, c'était pas forcément gagné. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour les anecdotes, mais en même temps c'est assez révélateur finalement, je crois, de la situation, parce qu'on aurait très bien pu imaginer qu'à l'université de Poitiers, peut-être en partenariat, il y a eu peut-être une chaire ou un enseignement spécifique autour de Michel Foucault. Vous l'avez rappelé dans la table ronde, bon, on découvre sans arrêt des inédits, donc pour se tenir à jour des lectures, il ne faut pas tourner la tête, sinon on oublie, voilà, on rate un épisode éditorial. Et puis le deuxième point, c'est plutôt aussi, il y avait une discussion notamment entre Michel Foucault et puis Michel Perrault entre les années 73 et les années 75 sur le rôle et la conception de l'intellectuel. Et là, Michel Foucault avait pris sa distance avec ce qu'avait dit à l'époque Jean-Paul Sartre, qui était le grand intellectuel de l'époque, qui se présentait comme un intellectuel organique, c'est-à-dire quelqu'un qui intervenait un petit peu sur tous les fronts. Et là, Michel Foucault donc, avait plutôt développé la conception de l'intellectuel spécifique, c'est-à-dire celui qui n'intervient que sur certains points.
Voilà, on ne peut pas intervenir partout, on n'est pas omniscient. Et donc, du coup, pour prolonger le débat sur les thématiques, alors évidemment, ce n'était pas du tout d'actualité à l'époque de Michel Foucault, mais la grande question, quand même, aujourd'hui, me semble-t-il, qui est transversale, c'est la question, quand même, de la perturbation donc, climatique. Alors, Michel Foucault, quand on lit ses différents articles, s'était intéressé à toute une série d'aspects, mais cet élément-là, évidemment, ce n'était pas véritablement à l'ordre du jour à son époque, même s'il y avait des intellectuels comme Ivan Illich qui avaient déjà un petit peu donc tiré une sonnette d'alarme en disant bon, attention. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont il se serait saisi et qu'il aurait apporté avec sa grille d'analyse et sa capacité. Là, je crois que c'est quelqu'un qui nous manque à ce moment-là pour traiter cet aspect-là. Merci. Juste peut-être Michel voulait intervenir, mais dans la continuité de ce que tu dis, Frédéric, moi je me souviens qu'il y a eu un débat à un moment pour donner un nom au lycée du sud de Poitiers. Alors c'est quand même assez drôle, puisque ce lycée qui a failli s'appeler Michel Foucault, c'est finalement appelé le lycée du Bois d'Amour, ce qui est, je trouve, une revanche posthume de Michel Foucault assez cocasse. Mais il y a eu tout un mouvement moi, j'étais très ami à l'époque de quelqu'un qui enseignait, qui était un des premiers enseignants que beaucoup ont connu ici, Jean-François Robin, qui était enseignant dans ce lycée-là. Alors le lycée avait un peu démarré quand on s'est posé la question de son appellation, mais il y a eu un débat très très vif à Poitiers, notamment catholiques conservateurs qui se sont opposés à l'appellation Michel Foucault de ce lycée. Et moi, j'ai assisté en direct un peu à ce témoignage-là. Donc, on pense que c'est d'une époque révolue, mais en tout cas, c'était 1983-1984. Michel Foucault est encore vivant, d'ailleurs. Michel ou Philippe, au propos peut-être en propos de Frédéric, en complément. Mais sur le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'on a quand même des pensées très, très structurées maintenant. Minoritaires, certes, mais qui donnent des directions d'action. Mais sur les migrations dont on a parlé auparavant, il n'y a pas un discours. C'est là, je pense, parce que certainement, il s'en serait emparé, parce que les bas-fonds, on y est, en de nombreuses circonstances. Quel pouvoir derrière tout ça? Quel pouvoir mondial, européen, national? Et sur cette question-là, je crois qu'on n'a pas encore ce qu'il aurait pu faire, lui. C'est-à-dire d'une manière tout à fait inattendue, construire des liens, des passerelles, et donner des explications qui finiraient sans doute, puisque 30 ans, 50 ans après, ça finit par convaincre, mais qui finirait par éclairer l'action militante. Oui, ce que tu dis, c'est que c'est une fonction d'éclairage, mais il ne donnait pas des directions, des normes, finalement. Il faisait une analyse critique, mais dans laquelle on pouvait puiser. C'est ça. Si j'ai la parole, je voulais profiter, puisqu'on a beaucoup parlé d'engagement aujourd'hui, a été édité aussi à Poitiers, par l'association ou par l'actualité Poitou-Charentes, un tout petit texte de Daniel Defer, son compagnon, sur l'engagement de Michel Foucault. Qui est la suite d'une causerie, d'ailleurs. Qui est la suite d'une causerie faite à Vendeuvre et qui précise pourquoi, juste dans l'intimité, pourquoi il s'engageait, pourquoi il avait peur aussi, il était très inquiet d'un certain nombre de choses. C'est un texte très, très intéressant. Et qui évoque notamment d'autres questions qu'on n'a pas évoquées ou d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués là, mais qui intéressaient beaucoup Michel Foucault, qui a été en Iran, par exemple, juste après la révolution islamique. Et d'autres chantiers comme ça. Il était très intéressé par ce qui était émergent finalement, un peu partout. Ce qui émergeait, dont on sentait que l'émergence allait produire quelque chose d'un peu plus fondamental, ou en tout cas bouleverser l'équilibre des pouvoirs de l'époque, et pourquoi ça arrivait à ce moment-là, et qu'est-ce que ça pouvait donner, l'analyse de la situation iranienne par exemple, et moi je trouve très très intéressante. Évoqué par Daniel Defer. Merci Michel de cette évocation. Philippe, tu piaffais d'impatience pour compléter le propos de Michel. Oui, certainement que ce qui l'intéresserait aussi, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et la critique peut-être de ce qui est dit concernant Michel Foucault et la manière dont
on s'empare de sa pensée parfois pour la détourner. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour une question de, comment dire, sanitaire, si on peut dire. Hein. Donc, et non pas d'âge. mais je lis quand même quelques journaux, et puis il n'y a pas si longtemps que ça, dans la page débat du Monde, je lisais qu'effectivement les complotistes, par exemple, citaient beaucoup Michel Foucault, et donc qu'est-ce qu'ils penseraient de cette manière de s'approprier notre Michel Foucault, hein, donc, et comment se l'appropriait-il? La manière dont il s'exprimait, c'est pas notre Michel Foucault à nous, mais donc, voilà. Peut-être aussi, ce qu'il ferait, c'est qu'il dévierait finalement de cette actualité pour continuer à réfléchir. On n'a peut-être pas assez parlé finalement de sa méthode philosophique. Sa méthode philosophique, ça va faire plaisir à Frédéric, c'est de faire de l'histoire en quelque sorte. Et comme tous les historiens, en croisant d'une certaine manière l'archéologie et la généalogie, et en essayant de faire la critique finalement de ce travail-là et de l'instituer en quelque sorte, au moins momentanément, dans un temps où effectivement on puisse quand même essayer d'être éclairé. Et la plupart de ces livres, d'ailleurs, portent cette empreinte de l'histoire. Hein. Donc, vous savez, il y a l'histoire de la folie à l'âge classique, il y a l'archéologie du savoir, il y a le sous-titre des mots et des choses, une archéologie des sciences humaines, il y a l'histoire de la sexualité, bien évidemment, en 4 tomes, et aussi, surtout, peut-être, l'intitulé de la chaire au Collège de France, c'était donc l'histoire des systèmes de pensée. L'histoire des systèmes de pensée. Donc, Michel Foucault fait de l'histoire. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand on se confronte d'une manière militante à l'actualité de faire ce pas de côté dont parle Jocelyne pour essayer de comprendre ce qu'on fait. La pensée en acte, c'est aussi l'acte de la pensée. Et donc, je vais employer un mot que Michel Foucault n'apprécierait pas du tout. Mais je crois quand même qu'il y a parfois des phénomènes dialectiques hein, donc, dans sa pensée. Mais peut-être que c'est son secret. Hein. Alors, en 2 mots, ça me ferait plaisir, parce que je regarde aussi la montre, de revenir à ce terme jardin. Jardin des déviances. D'abord parce qu'il y a le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre du Poitou. Et puis surtout parce que ce jardin de Michel Foucault à Vendeuvre du Poitou lui permet donc chaque été de faire un grand pas de 300 km au sud et de s'écarter finalement des bibliothèques, c'est-à-dire le lieu où il passait la plupart du temps de son temps. Et Bibliothèque nationale, Bibliothèque de l'Arsenal, quand elle n'avait pas été, elle était différente de la Bibliothèque nationale, donc maintenant au sein de la BNF, l'Arsenal en fait partie, mais aussi une bibliothèque où il a travaillé notamment pour ses livres sur l'histoire de la sexualité et notamment la bibliothèque du Saulchoir, qui n'est pas très très connue, mais une bibliothèque des Dominicains, avec ce joli mot qui est un mot wallon. Le Saulchoir, ça veut dire le saule. Et donc, d'une certaine manière, au Saulchoir, il était un peu dans une sorte de jardin, mais moi j'ai le souvenir d'en Surveiller et punir que Michel Foucault dit quelque chose qui peut apparaître, si on n'a pas la distance, un peu désagréable pour les bibliothécaires. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Mais il dit en fait, l'administration pénitentiaire, le droit pénitentiaire, d'une certaine manière, dans les années 1830, a pris pour modèle en partie les façons de conserver de l'information et de la communiquer auprès des bibliothécaires. Bon. Voilà, donc moi ça m'intéresse bien de voir comment on peut agir au quotidien au sein de l'association d'un livre ou l'autre, mais aussi je suis adhérent à CRI Fréquence Pierre Levé,
Et tu es bibliothécaire retraité. Et je suis bibliothécaire retraité. Et donc, comment on navigue en quelque sorte dans ce paradoxe-là, mais qui fait qu'effectivement, il y a à la fois de la connaissance et puis il y a de la vie. Alors, le pas de côté, finalement, à Vendeuvre, au jardin, à mon sens, c'est d'essayer d'éviter de continuer à être trop dans la bibliothèque et de là où finalement il rencontre un certain nombre de vies qu'il appelle aussi des vies des hommes infâmes. Et ça lui permet effectivement de garder, vous savez qu'il faisait donc, Jocelyne l'a dit tout à l'heure, la dernière version de ses livres à Vendeuvre du Poitou, au jardin, dans ce petit bureau qui était en rez-de-jardin et au jardin. Et deux mots simplement sur cette question des hommes infâmes. Donc, il dit ce sont des personnages de Céline voulant se faire écouter à Versailles. C'est joli comme expression. Hein. Mais en quelque sorte, ce sont des gens qui sont arrachés à la nuit, hein, il dit ça aussi de cette manière-là, par le pouvoir, hein, donc qui s'en empare d'une certaine manière, et dont finalement l'honnêteté humaine est flétrie, hein, par le pouvoir et par les gouvernements. C'est quelque chose qui me semble intéressant, y compris parce que il a écrit donc dans un numéro des Cahiers du Chemin en 1977. Je dis parce que c'est un an après la parution aussi du premier tome de l'histoire de la sexualité. Il écrit un très beau texte d'une trentaine de pages qui s'appelle « La vie des hommes infâmes ». Et ce texte, en fait, est présenté comme une introduction à un livre qui devrait paraître dans la collection Le Chemin, chez Gallimard. Et le livre ne paraîtra pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait pourquoi le livre ne paraît pas, mais il ne paraîtra pas. La collection Le Chemin, chez Gallimard, avait été fondée par Georges Lambrix. Et c'était alors qu'il y a la collection blanche, hein, chez Gallimard. Là, c'était vraiment des textes un peu expérimentaux, tout à fait intéressants, novateurs, etc. Et Michel Foucault, 12 ans auparavant, avait publié dans cette collection, Le Chemin, le magnifique Raymond Roussel. Hein, donc, voilà. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est pas. Mais les hommes infâmes, ils continuent à les fréquenter. Et il dit aussi, ce qui me semble très très important, c'est que cette parole qui aurait... Lui, c'était son projet, de les considérer comme des nouvelles et d'en faire une anthologie d'existence. Hein, c'est son expression. Eh bien, cette parole-là, qui est fabuleuse d'une certaine manière, hein. Vous faites le lien entre fama et puis fabula. C'est une vieille étymologie indo-européenne aussi qui veut dire parler, et ceux qui ne peuvent plus parler, etc. etc. Bon, je fais vite. Mais ce qui est très très important, c'est de voir que cette parole fabuleuse, à un moment donné, elle va devenir grise, parce que l'administration, la police, les cadres pénitentiaires, les cadres de l'hôpital psychiatrique, etc., etc., donc vont faire en sorte que cette parole soit devenue inexistante. Pour la faire exister, Michel Foucault dit qu'il y a une seule manière finalement de procéder, c'est qu'elle devienne littérature. Et moi, ce qui m'intéresse effectivement dans ce pas de côté dont parlait Jocelyne, de Paris, des bibliothèques de Paris au jardin à Vendeuvre du Poitou, c'est que Michel Foucault, il va s'atteler à non pas faire de la fiction, mais de produire un texte de belle écriture. De belle écriture, c'est-à-dire quelque chose quand même à voir avec la littérature. Le Raymond Roussel, c'est un essai littéraire, mais il paraît dans une collection de littérature, etc. Et je crois que le Jardin des Déviants, c'est aussi ça. Michel Foucault, c'était une manière effectivement de faire renaître
la parole des sans-paroles, des gueux, on va dire des gueux, de manière un petit peu métaphorique. Et d'autant que, je vais terminer là-dessus sur ce... Je suis trop long, mais bon, ça me semblait intéressant par rapport au sujet. Michel Foucault s'intéresse au jardin, et pas simplement à son jardin, mais quand il imagine une science des hétérotopies, il dit ce qui est important, ça serait effectivement de penser le jardin. Et le jardin, c'est ce qui permet aussi éventuellement les transformations, les métamorphoses de lieux. Et de se ressourcer. Il dit l'activité romanesque est une activité jardinière. Donc voilà. Et tout à l'heure, quand Michel parlait de la maison de la rue Arthur Ranc, la maison natale de Michel Foucault, moi, il se trouve que, en tant que président de l'association d'un livre ou l'autre, j'ai fait une séance de travail avec le DESPIP et même la responsable du SPIP à la DISP de Bordeaux. SPIP, rappel pour tout. Donc, le service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Et donc, on a fait une séance de travail. C'est vrai, moi, j'ai ressenti d'une manière très émouvante de travailler là, dans cet espace où avait circulé le jeune Michel Foucault. Mais ce que n'a pas dit Michel, mais ça me semble important, c'est qu'effectivement, du point de vue des hétérotopies, auparavant, là où la maison existait, là où il y avait ce bloc de maisons, là au-dessus de la gare, il y avait auparavant aussi une prison qui est même succédé d'une certaine façon à un monastère. Donc, voilà. À la place de la Grande Poste, exactement. Voilà, donc les lieux changent comme ça et on est dans une déviance permanente et la déviance, me semble-t-il, c'est aussi la vie. Allez, on va laisser la parole, merci. On va donner la parole à la salle, au public. Oui, bonjour. Je connais le jardin de Vendeuvre et quand j'ai lu le titre de votre table ronde, le jardin des déviances, si je n'avais pas vu le nom des intervenants, ça m'aurait totalement glacé. Parce qu'un jardin, c'est un endroit paisible, c'est un endroit cultivé, ou pas, mais en tout cas pensé, et c'est un endroit lié à l'art de vivre. Pour moi, les déviances, ce n'est pas l'art de vivre, loin de là. Alors, c'est vrai qu'au temps de Foucault, il y a eu un progrès absolument majeur de pensée et de réflexion sur les déviances, mais il y a une masse de déviances qui ne sont pas que les gueux malheureux, il y a des déviances qui font des dégâts considérables sur les personnes. Donc le jardin des déviances, pour moi, c'était une contradiction majeure. Et je me disais, mais si j'avais 20 ans et que je venais écouter une conférence sur Foucault, je ne comprendrais rien à rien. C'est pour ça que je suis venue. Je n'avais pas de doute sur ce que vous alliez faire, mais je me disais, c'est compliqué. Parce que vous naviguez dans quelque chose qui n'est pas forcément connu de tout le monde. La pensée de Foucault n'est pas connue de tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si l'association s'est créée, c'est que précisément il ne se passait strictement rien autour de Michel Foucault, alors qu'il était né ici, qu'il avait sa maison à Vendeuvre et que finalement tout le monde s'en foutait, il n'y avait ni rue, ni rien du tout. C'est comme ça que c'est né, Jocelyne Berge, c'est comme ça que c'est né. Bien. Mais je pense, moi, à plein de choses, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'enfermement ? Moi, pendant un demi-siècle, pratiquement, j'ai été avocate et je me suis occupée notamment de choses pénales, mais pas que. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des prisons ? Tout le monde s'en fout au niveau de la population. Quand Foucault arrive, quand le groupement d'information sur les prisons, quand le comité d'action des prisonniers se crée, c'est qu'il y a une sorte d'indignation et d'inacceptabilité de la manière dont les gens sont traités dans les lieux d'enfermement, que ce soit l'hôpital psychiatrique. Il n'y a plus aucun étudiant en médecine qui s'intéresse véritablement à la psychiatrie. On n'en est plus là. Il n'y a pas de pédopsychiatre, tout ce qui traite des mineurs est en déshérence par rapport à ça. Les étudiants en médecine s'intéressent beaucoup plus à l'anesthésie qu'à la psychiatrie. La population se moque totalement de ce qui se passe dans les prisons et est bien contente qu'on mette de côté un certain nombre de gens qui sont des nuisibles. C'est comme ça aujourd'hui que ça se vit. C'est pour ça que le jardin des déviants, je me disais, oh là là, mais où va-t-on ? Alors en revanche, ce sur quoi je suis complètement d'accord, c'est ce que disait Michel Massé, c'est que
s'il était là, on ne va pas parler à sa place et on ne va pas se raconter des choses, on n'en sait rien. Peut-être qu'il aurait changé d'avis, peut-être qu'il aurait bougé, peut-être qu'on ne sait pas. Mais il se serait forcément interrogé et sur la société de surveillance qui s'est construite depuis qu'il est parti. Ça, c'est une absolument certitude. C'est tellement lié, c'est tellement... Et en plus, il le voyait venir d'une certaine manière. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel il s'intéressait. J'ai photographié dans les jardins une pensée de Foucault que vous aviez mis en exergue et que Dominique Royou a parlé de son voyage en Iran, qui n'est pas sans poser question d'ailleurs, parce que personne ne comprenait trop ce qui se passait. Et je pense que personne ne peut aujourd'hui dire « Oh là là, on voyait bien ce qu'elle est devenue ». Non. Mais lui, il a écrit ça. Le problème de l'islam comme force politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les années qui vont venir. La première condition pour l'aborder avec un tant soit peu d'intelligence, c'est de ne pas commencer à y mettre de la haine. L'islam, qui n'est pas seulement une religion, mais un mode de vie, une appartenance à une histoire, une civilisation, risque de constituer à l'échelle de centaines de millions d'hommes une gigantesque poudrière. Ben ça, chapeau. Chapeau. Parce que je pense qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde qui a été en capacité de couvrir ce champ-là, de le voir venir. Il ne dit pas, d'ailleurs, il ne dit pas la nature de la difficulté. Je pense quand même qu'il voyait un peu venir. Une fois qu'on avait été en Iran et qu'on avait vu Khomeini, on pouvait se poser un certain nombre de questions. Enfin, c'est la seule contribution qui semble peut-être agressive, mais qui ne l'est pas. Mais on faisait comme si Foucault s'était intéressé à beaucoup de gens qui étaient dans la déviance, hors la norme, à côté, pas de côté. Il s'est intéressé à des situations essentiellement masculines, parce que dans les prisons, il y avait quoi, 6% de Michel Massé, 6% de femmes. Donc la prison, c'était un lieu masculin. La psychiatrie ne s'adressait pas aux femmes et aux hommes de la même manière. Les lieux d'enfermement étaient les casernes, tout ça, c'était extrêmement masculin. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Il est de son époque et il réfléchit avec ce qui se donne à voir, même si lui va gratter. Voilà, c'est tout. Merci, merci d'avoir élargi, Simone, notre horizon. On a, dans une table ronde qui a forcément un temps contraint, on ne pouvait pas tout aborder. Et, on a très vite assimilé déviance à bas-côté et à bas-fond, etc. Et voilà, mais tu as élargi et tu as raison, et c'était très nécessaire de le faire. On va prendre encore peut-être une ou deux questions avant que chacun des intervenants ici présents à cette table ronde dise un mot de conclusion, peut-être. Rapide question. Est-ce que... Ouais. Allez, madame. Je voulais revenir sur la notion de norme et de droit naturel. Moi, ça m'a un petit peu frappé parce que c'est quoi le droit naturel? On se sert de ça pour faire des normes, alors qu'en fait, à mon avis, il n'y a pas de nature. Comment vous la définissez autrement que justement par le fait de codifier la norme? Enfin, voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien. Michel, peut-être je m'adresse aux juristes en fait, puisque en premier, est-ce que cette... Peut-être qu'une des réponses, c'est de dire que le droit naturel est utilisé dans une perspective de combat. Le droit naturel, c'est celui qu'on peut évoquer contre l'État. Le droit de l'État nous descend dessus, mais il y a aussi un droit qui vient d'en bas, celui de tous les hommes. Ce droit de l'homme et droit naturel, c'est une filiation évidente. Hein. Le droit de chacun, parce qu'on est là, qu'on est homme, tout simplement, alors la nature ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est naturel qui a été utilisé à ce moment-là, un droit que l'on peut évoquer contre la toute-puissance de l'État. En complément, peut-être... Rapidement. Hein. Très rapidement. Il y a le droit naturel et les droits naturels. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'effectivement, le droit naturel, d'une certaine manière, s'appuie sur une origine parfois un peu étrange et liée aux religieux, alors que les droits naturels, c'est une manière aussi de revendiquer des droits qui dépassent effectivement la manière de voir de l'État. Merci, puisque tu as la parole, un petit mot de conclusion pour finir sur cette
pas seulement sur cet élargissement justement des déviances ou des déviants qu'a évoqué Simone tout à l'heure et qui. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Simone. On est dans une situation très compliquée à analyser, à vivre aussi, mais où effectivement il y a des processus à la fois de suggestion, d'assujettissement et de subjectivisme ou subjectivation à l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, ne serait-ce que pour ne pas aller du côté où ça serait facile de se rassurer, c'est-à-dire d'essayer de construire des formes idéologiques. Alors ça, on connaît bien. Et donc, voilà. Donc, comment passer du jardin des supplices au jardin des délices? Bon, je crois que c'est à chacun de nous de s'y atteler, mais non pas dans une sorte de tour d'ivoire, mais dans la confrontation les uns avec les autres. Merci. Michel, peut-être un mot de conclusion, puis on finira par Jocelyne. C'est pas conclusion, je vais revenir à la rue Arthur Ranc et lancer un appel. Dans la rue Arthur Ranc, il y avait aussi l'affaire de la séquestrée de Poitiers. Alors, Foucault n'était pas né, c'est le début du siècle, mais la séquestrée de Poitiers, c'est connu surtout par un livre d'André Gide en 1930. Foucault, il a quoi? Il a 7-8 ans à ce moment-là, peut-être. Il est né en 26. En 26, voilà, il est tout petit. Mais on en parle forcément. Et je n'ai pas tout lu, loin de ça, et je demande au lecteur de Foucault de me dire à quel endroit il a évoqué la séquestrée de Poitiers. J'ai posé la question de nombreuses fois, la réponse est qu'il n'en a jamais parlé. Ça me paraît très, très curieux. En revanche, son frère dit qu'il a été très impressionné en allant à Larnay visiter une dame qui s'appelait Heurtin, je ne me souviens plus du prénom, mais ça me rappelle des choses. C'est une dame sourde, muette, aveugle, à laquelle les religieuses de Larnay avaient appris quand même une certaine mode de communication. Et on allait visiter Madame Jeanne Heurtin, je crois, un peu comme un phénomène de foire. Et le frère de Michel Foucault dit qu'il avait été très, très, très impressionné par ça. Merci. Ça a peut-être quelque chose à voir avec... Merci. Oui. Non, excusez-moi. Juste un mot. Mais juste, c'est pour compléter ce que dit Michel. Blanche Monnier, on découvre sa situation en 1901, je crois. Je ne crois pas dire ou 1902. Elle arrive à l'Hôtel-Dieu de Poitiers et qui est le médecin qui accueille Blanche Monnier? C'est le père de Michel Foucault. Donc, moi, j'ai écrit à son biographe pour lui dire, mais vous savez, ça me trouble parce que la maison familiale est dans la rue Arthur Ranc, la maison de la séquestrée de Poitiers est en haut à gauche dans la même rue, la prison dans laquelle la famille de Blanche Monnier a été incarcérée, sa mère en particulier son frère, se trouve en haut des escaliers de la gare, en face de la maison des Foucault. Donc il est impossible, même s'il n'a que 4-5 ans quand Gide sort son bouquin, qui n'est pas un bouquin intéressant, il faut lire celui de Jean-Marie Augustin, qui est quand même un autre travail d'historien, alors que l'autre, c'est pour soutenir sa thèse de haine contre les familles, ça c'est pas intéressant. Mais comment se fait-il qu'on puisse penser que c'est sans lien? Parce qu'il est forcément né... Il est baigné dedans. Au creux de cette affaire. Sur l'enfermement, c'est quand même quelque chose. Absolument. Merci. Jocelyne, pour finir, et ça sera le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, il va être très pratique. Rappeler que donc, notre exposition enrichie des fonds de la médiathèque est visible donc, jusqu'au 22 janvier, que notre ouvrage est en vente à la sortie s'il vous intéresse. Et que pour la modique somme de 28 €. Voilà, et que l'engagement donc, de Michel Foucault, la brochure qui est la causerie de Daniel Defers, sera en vente à la médiathèque lors des visites guidées et lors des rencontres qui sont programmées avec notre association. Voilà, et c'est 6 €. Merci beaucoup, merci à vous de votre présence. Merci à Philippe, Jocelyne et Michel. Et puis, bonne continuation aux rencontres Michel Foucault pour d'autres débats durant cette semaine. Merci. Merci.